Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 30 octobre 2020. Oui, alors, Bruno, samedi dernier, le 24, t'es allé faire un achat de livres et t'as vécu ce moment de manière très particulière et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Merci Fabienne de me poser la question. Et je te remercie d'être là, de m'assister dans cette vidéo-là, parce que c'est une vidéo, euh, à mon avis, plutôt difficile à faire pour plusieurs raisons. Dont la première, euh, c'est vrai que j'ai vécu quelque chose d'assez particulier puis d'unique. Et j'ai demandé à la personne qui a charge d'âme, qui s'occupe du propriétaire de cette bibliothèque incroyable, euh, je lui ai demandé la permission de faire la vidéo. Je ne demande jamais la permission à quiconque pour m'exprimer. Cette fois-ci, je l'ai fait par respect, par pudeur, et par souci d'exactitude. Je n'aurais pas voulu affirmer des choses erronées ou dire des choses à la légère. Est-ce que, par hasard, bon, c'est une question qui me vient, la différence en fait de façon de faire ne viendrait pas du fait que cet homme te ressemble quelque part ou tu sens quelque chose de similaire à ta personnalité dans la sienne? Oui, sans le nommer, il me faut parler de lui. Mais il faudrait d'abord que Oui, mais j'ai... est-ce qu'en parle justement, c'est pas une histoire de pudeur, cette gêne, parce qu'en parlant de lui, tu parles aussi un petit peu de toi. Ouais. Moi, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai, j'avais pas songé à cette difficulté-là. Parce que j'ai vu un fou de livres. Hein. Ben oui, ça oui. J'ai visité la bibliothèque d'un passionné, d'un homme euh, euh, qui avait mis la lecture et la réflexion au cœur de son existence. Oui, mais je voudrais pas te contredire, mais c'est toujours le cas pour les grosses bibliothèques. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc Mais j'ai... c'est quoi la différence la différence, ce qui te touche au fond, parce qu'il y a quelque chose qui te touche. Ce qui me touche, je vais vous montrer ça, je vais te le montrer, je vais vous le montrer aux quelques dizaines de mes spectateurs. C'est un de ces cahiers, Ouais. qui est un cahier de lecture. Je vais vous montrer la première page. Je vais le montrer à toi aussi, je ne sais pas si tu le vois bien. Je vais le montrer ici d'abord. Ouais, Un cahier de citation. ouais. Alors, qui débute, c'est le tome 20. En fait, c'est le livre 20 et c'est le tome 16. Alors, livre 20, tome 16, on peut... Faites le calcul, il y en a plusieurs dizaines de ces cahiers-là. Et c'est un cahier qu'il a commencé à écrire, qu'il a commencé à colliger en 1961. Et il a, par la force des choses, il a cessé de, de l'écrire autour de 2004-2005. Alors, ça représente une cinquantaine d'années de lecture. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine analogie entre ces cahiers et le millier de vidéos que tu as fait sur tel ou tel auteur est-ce que bon, c'est sûr qu'en 1961 il n'y avait pas d'internet, donc la possibilité, sa possibilité, son unique possibilité, c'était en fait le cahier, mais euh, voilà. C'est une bonne question. Je me suis interrogé aussi. C'est ça qui est troublant. Parce que la dame qui a charge d'âme de ce monsieur m'a montré un placard où étaient entreposés ces cahiers-là. Ça occupe une tablette entière. Là. Et il y a d'autres cahiers aussi. Bon, on va rester sur le cahier de citation. Il y a d'autres cahiers aussi qu'il a fait. Il y a un journal intime, par exemple. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans le cahier, c'est en fait l'écriture, une écriture extrêmement appliquée, extrêmement lisible pour une écriture masculine. Et Poursuis.
c'est ce désir d'être lu, en fait, parce que quand on a une écriture à ce point lisible, c'est que on écrit pour soi, pour se relire peut-être, mais aussi peut-être pour être lu. Ouais, ça, je dois t'avouer, c'est une des choses qui m'a beaucoup étonné. Parce que j'ai demandé à la dame, toujours, est-ce qu'il voulait écrire? En fait, il a énormément écrit. Oui, Il a il ne écrit faisait que ça. Ouais, il a écrit des milliers de pages. Ouais. En fait, il lisait pour écrire. Et elle m'a répondu que non. Et ça, ça rentre pas dans mon esprit encore que il s'est jamais commis lui-même à écrire, par exemple. Mais peut-être que si, parce que son journal intime, peut-être son journal personnel, peut-être il est extraordinaire, ce journal-là. Peut-être ce journal-là mérite d'être publié. Peut-être ce journal-là mérite qu'il soit offert au monde. Mais il n'y a pas eu de passage à l'acte, si je peux dire. Il n'y a pas eu de... Mais peut-être que l'énergie était simplement dans le geste d'écriture et pas parce que, bon, tout le décorum qui va avec, c'est-à-dire on peut écrire 3 lignes et avoir envie d'être publié et mettre l'effort aux publications ou mettre l'effort à l'écriture. Et que ça reste dans le désir pur de l'auteur. Est-ce que tu es en train d'évoquer la possibilité qu'il n'a voulu que rester dans le désir? Que s'il l'avait comme une sorte de fantasme qu'il ne faut pas réaliser pour que le fantasme reste intact? Est-ce que c'est ce que ta pensée suggère? Ben, il y a un désir d'écrire ou de peindre et le désir du monde autour est beaucoup moins grand au fond. Moi, je peux le comprendre parce que je me suis jamais trop soumise non plus à tout ce travail de dossier, etc., qui m'ennuie prodigieusement. Ce qui me plaît c'est l'acte de peindre. Et là, peut-être qu'il y avait ce désir d'écriture qui était manifeste. Qui était manifeste et unique. Unique, oui. Unique parce que en 30 ans de pratique, moi, j'avais jamais vu une chose pareille. Pourtant, j'en ai visité des bibliothèques, j'en ai vu des livres, j'en ai vu des assemblages de livres, j'en ai vu des lieux, parce que faudrait dire un mot, si tu permets, Fabienne, sur à quoi ressemblaient ces multiples bibliothèques de sa maison. Alors, 10 000 livres, disséminés dans 3 pièces. La pièce principale, parce que bon, et les livres étaient par catégorie. Une pièce, l'histoire du Québec. D'ailleurs, tout de suite, j'ai compris que nous avions affaire à un fervent indépendantiste. Et il a fait partie des 500 personnes qui ont été arrêtées lors de la rafle d'octobre 1970, la rafle de l'armée canadienne sur 500 sympathisants indépendantistes. Alors, il a fait partie de cette cohorte-là. Et il était abonné à toutes les revues québécoises, littéraires, scientifiques, et la dame, sa proche parent, me disait, il était le plus vieil abonné, par exemple, de la revue de poésie Estuaire, qui a été fondée en 1976. Il a été le premier abonné et le plus vieil abonné. Alors, il les a soutenus. Alors, il y avait des revues partout. Il soutenait de manière inconditionnelle l'activité intellectuelle et poétique du Québec. Et, je veux dire, il était abonné à Nuit Blanche, il était abonné à Contre-jour, il était abonné à Liberté, il était abonné à Nouveaux Projets, il était abonné, et il était abonné aux vieilles revues, et il était abonné aux nouvelles aussi, aux nouvelles créations. Alors, il était très, très à l'affût de tout ce que le Québec créait, produisait comme esprit, comme intelligence, comme création. Et ça m'a ému, moi, personnellement. Évidemment, ça m'a ému de voir un homme qui ne cessait de s'intéresser à la culture de son pays.
la pièce, donc 3 pièces. Une pièce où il y a les romans, une pièce, les romans, les auteurs québécois, placés par lettre alphabétique, les auteurs français, toujours. Pour ça, vous ne ressemblez pas. Non, moi, c'est le chaos. Mm. Ce chaos qui va peut-être me mettre chaos. Donc, mais il y avait la pièce centrale, il y avait un fauteuil au milieu de la pièce, et il y avait de la musique, parce que c'est un mélomane aussi. Mais j'ai pas regardé ces disques. Je me suis pas occupé de ça. Je subodore que c'était de la musique classique. Ou du jazz, sans doute. Et dans le milieu de sa pièce, donc, un appareil de son. Et il écoutait de la musique en lisant. Alors, il avait créé un espace à la fois sensoriel, un espace où la lumière était conçue pour lire au maximum. Et c'était assez incroyable d'aller d'une pièce à l'autre et de constater cette organisation-là. Cet acharnement-là, cette obstination-là à lire, à réfléchir et à construire une œuvre, peut-être. J'ai eu une petite conversation avec l'écrivain et poète et éditeur Louis-Philippe Hébert qui me faisait part de son désir de peut-être créer quelque chose à partir de ça. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. C'est la passion d'un lecteur. Pousser l'amour de la lecture à ce point-là, ça ne peut pas se perdre dans les limbes, selon moi. Nous devrions prendre des photos des lieux où il étudiait, les lieux où il rêvait, prendre des photos de sa bibliothèque, prendre des photos de son espace, et évidemment, faire quelque chose avec les dizaines de cahiers de citations, et voir aussi si on peut faire quelque chose avec son journal intime, ne pas le détruire assurément, et le déposer, peut-être créer un document qui fasse que la grande bibliothèque puisse le recevoir. Ça serait bien que ça soit accompagné d'un livre, selon moi. D'un livre écrit à 4 mains, avec Louis-Philippe, où on réfléchirait à cette passion-là de la lecture. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme pousse aussi loin ce désir-là de lecture et d'écriture? Ben, ça va aussi avec la défense de la langue française au Québec, cet amour des Québécois pour le français. Oui. Et le travail aussi, pour garder le français. C'est une tâche. C'est un travail. C'est une tâche herculéenne qui à chaque génération, on doit passer à l'autre génération. Ouais. Moi, je demeure ému de voir de jeunes auteurs québécois qui écrivent encore en français. Je demeure ému de voir aussi des autochtones écrire en français. Oui, Pour moi, c'est une espèce de grâce incroyable dont plusieurs prennent conscience quand même. Est-ce que tu connais la profession de cet homme? Il était professeur. Professeur de français? Professeur de français, oui. D'accord. Oui. Et de théâtre aussi. Donc il devait être un professeur extraordinaire. Il devait être absolument passionné, selon moi. Et passionnant. Et passionnant, oui. C'est un homme de feu. C'est un homme au caractère de feu. Il a eu des enfants, tu sais pas? Je le sais. Je subodore que non. Non, je pense qu'il n'avait pas d'enfants. Je pense qu'il n'a jamais été marié. D'accord. Mais je peux dire qu'il aimait les femmes. D'accord. Sa bibliothèque révélait un amour des femmes. Est-ce qu'il comprenait bien le féminisme, par exemple? Ça, je ne le sais pas. Parce que il n'y avait pas beaucoup d'auteurs féminins dans sa bibliothèque. Mm-hmm. Bon, tu me diras, juger, mais je pense que la lecture des auteurs féministes et des auteurs ou autrices, là, peu importe le nom qu'on leur donne, m'apparaît capital dans le développement intellectuel de quelqu'un. Oui, sauf que les hommes de cette génération étaient un petit peu coupés de ça. Voilà. Coupés de ça, et il y avait peut-être aussi pas de tant de femmes qui écrivent. Mais par contre, il y avait les œuvres. Attendez, peut-être que là, il y avait quand même. Il y avait tout lu Gabriel Leroy, d'ailleurs, ses cahiers peuvent en témoigner. Il y avait lu Anne Hébert. Il y avait lu Germaine Guévremont. Il y avait lu les auteurs québécoises qui comptent. Mm-hmm. Il les avait lus.
Alors, oui, non, ça, là-dessus, peut-être je devrais même rectifier ce que je viens de dire. Ouais. Peut-être que là, je me suis avancé trop rapidement. Mais il n'y avait pas beaucoup de Simone de Beauvoir, par exemple. Mais tout Sartre y était. Ouais. Et là, ce qui est curieux, on va prendre un livre, je vais aller en chercher un. Exemple, je prends celui qui me vient sous la main, Les Carnets de Saint-Exupéry. On parle un peu des livres, de sa manière de lire. Aucun de ces livres est annoté. Et il notait dans ses cahiers. Il les notait scrupuleusement dans ses cahiers. Alors, l'objet livre lui-même Reste intact. restait intact. Il ne travaillait pas dans ses livres. Et il cornait les pages ou non? Il ne les cornait pas non plus. Ouais. Donc il y avait vraiment Le désir une sacralisation de l'objet, quoi, en fait. Hein. Oui. Ouais. Oui. De le laisser intact. Oui, et je suis certain, par exemple, Saint-Exupéry, je suis certain qu'il y a une multitude de citations Mhm. dans ses cahiers de citations. Je suis certain qu'il a relevé. On pourrait, ben là, ça serait extrêmement impossible de faire une cartographie complète de sa bibliothèque et de ses... Mais cependant, il y avait aussi au milieu d'une des pièces, cette chose-là, Pour les plus vieux d'entre nous, ça va rappeler des souvenirs. D'ailleurs, la dame... Oui, mais il donnait beaucoup de temps à ce... C'était sa manière de vivre, en fait. C'était même pas... Ça avait dépassé le stade de hobby ou de... Ah ben non, c'était pas... C'était rattaché à son travail, c'était sa manière d'être. Absolument. Parce que c'est sûr que... Ah non, tout son temps était... Sa bibliothèque était constitutive de sa personne. Tout à fait. Il n'y avait pas de séparation entre sa vie... Le temps passé à être dans sa bibliothèque. Oui. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi le fait de n'avoir jamais pensé ou n'avoir jamais voulu publier. Parce que t'imagines le temps passé à ça? Faire des petites fiches, écrire les citations, écrire son journal. Ben d'ailleurs, si tu permets, Fabienne, je vais te... Bon, j'en ai sorti quelques-unes qui étaient dans les livres, parce que le coût, ces achats de livres, il aurait pu pousser la maniaquerie un peu plus loin en mettant la date d'acquisition et l'endroit où il a acheté le livre. Charles Dubos, d'ailleurs, notait l'endroit et le lieu où il achetait les livres. L'endroit et le jour où il achetait les livres, Charles Dubos, là, qui est un grand critique, un des plus grands critiques probablement du 20e siècle, qui savait lire. Peut-être que c'est dans le journal intime. Peut-être. Parce que... Ça serait bon de vérifier. Ça serait bien de vérifier, ouais, ça mais serait bon de vérifier. Si ça se trouve, tout est dans le journal intime. La clé est là. Ah ben, parce que c'est sûr qu'il était célibataire. Parce que t'imagines le temps passé là-dedans et tu peux pas avoir une femme dans ces conditions. Ou tu te gardes disponible. Ou tu te gardes disponible pour beaucoup de femmes. Oui, c'est ça, mais bon... Ce qui veut dire n'en avoir aucune, au fond. Oui, mais c'est un sacerdoce, quoi. Tu rentres là-dedans et t'as plus de temps pour autre que ça. Alors, tu vois, si tu permets, Fabienne, je vais montrer, je te montre. C'est une entrée en bibliothèque. Bon, alors, c'est une entrée, oui, une entrée de bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Une petite fiche. Ah oui, la dame m'a offert le meuble dans lequel étaient mis les fiches. Ah, et alors? Ben, elle va venir me l'apporter, là. Ah, bah dis donc. Ouais. Je savais pas. Non, ben, parce que je sais pas comment ça se fait qu'elle me l'offre, mais elle me l'offre. C'est un meuble que quand je vais l'avoir, on va peut-être... Moi, j'avais pensé, sur la page couverture du livre, mettre le meuble. Ah, ben oui. Ouais, faire une photo du meuble. Faire une photo Ah oui, c'est comme ça que ça a commencé. Je lui ai demandé de la prendre en photo. Et puis finalement, je pense que ça a fini que elle va me l'offrir. Bon, c'est sûr, c'est un peu encombrant. C'est un assez gros meuble avec des petits tiroirs et avec les fiches. Incroyable. Oui, alors sur cette première fiche-là, ce qu'on voit, je vais vous en montrer quelques-unes, c'est Tassé, Henriette, La vie et le rêve, 75 sous. Ah, mais moi, ouais, incroyable. OK. Robert Charbonneau, Robert, La France, c'est nous,
Réponse à Jean Cassou, René Garneau, Louis Aragon, Stanislas Fumet, André Billy, Jérôme et Jean Tarot, François Mauriac et autres. 2$. Alors c'est clair, ça, il l'a lu. En fait, il les a tous lus pratiquement, ces livres. Alexandre Pouchkine, La fille du capitaine, 2$. Et on continue comme ça, vous voyez, Gertrude Von Lefort, Paulo Coelho, ce qui donne un peu l'idée de la variété de ses lectures. Non, mais ce qui est amusant, c'est de se dire quel est l'intérêt. Bon, je comprends l'intérêt de noter en fait le titre, l'auteur et d'avoir une cartographie en fait de la bibliothèque elle-même, mais le prix, l'intérêt du prix, c'est quoi l'intérêt? C'est un rapport bizarre. Il faisait l'addition de ce qu'il dépensait par an pour ses livres. C'est un rapport bizarre au livre aussi, de rajouter le prix parce qu'il aurait pu écrire dans quel endroit se trouvait le livre en question. Il aurait pu... mais le prix du livre. Oui. Peut-être avait-il établi un budget d'acquisition, puisqu'il était abonné à toutes les revues, par exemple. Peut-être qu'il se faisait peur dans ses dépenses de livres. Ben, que d'écrire $2, c'était acceptable. C'est une bonne remarque. Non, mais je veux dire, c'est curieux de marquer. Enfin, il y a tellement de choses à écrire sur la petite fiche en question. Et puis, on pense quand même, parce que c'est écrit avec les vieilles machines à écrire, où tu tournais le truc la vieille... Oui, puis il faudrait la photographie aussi. Ah, tu l'as aussi? Ben voilà. J'ai pas pensé. La vieille machine à écrire. Oui, il faudrait la écrire. Et puis, c'est pas du tout à l'ordinateur où tu peux... C'est long, quoi. Hein, c'est compliqué, quoi. Tu dois mettre le truc et machin, le papier, puis... Mais le prix, pourquoi le prix? C'est ça qui est fou. C'est qu'est-ce qui se passait dans la tête de cet homme pour... on pourrait même faire même tous les calculer. On pourrait même prendre toutes les fiches et se livrer un fastidieux travail de comptabilité et dire, ben voilà, il a dépensé tant pour sa bibliothèque. De telle période à telle période, en dollars constants. Aujourd'hui, ça donne $1,5 million. Ouais, c'est fou, hein? On pourrait faire ça. En tout cas, c'était une passion dévorante, parce que ça devait lui prendre un temps fou. Parce qu'on pourrait calculer le prix, mais comme si on calcule le temps, c'est de l'argent, combien ça lui a coûté en temps aussi. Oui. Mais visiblement, c'est du temps de bonheur. Ah oui, tout à fait. Bah, écoute, j'espère, parce que si ça l'était... c'est du temps de joie, en tout cas. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Et aussi, bon, m'étant porté acquéreur d'une toute petite partie de sa bibliothèque, il faut quand même le dire, elle va faire le bonheur de d'autres lecteurs aussi. C'est évident. Elle va faire le bonheur de d'autres lecteurs. En ce sens-là, je disperse du bonheur d'une certaine manière. Mais il faudrait peut-être que les gens, je sais pas, les gens peuvent pas être conscients, les clients qui fréquentent ma librairie, ils peuvent pas être conscients qu'au fond, ils achètent des morceaux de bonheur aussi. Ben si, parce que quand tu rentres dans une librairie comme la tienne, tu viens chercher des morceaux de bonheur. Maintenant, la question qui me vient, c'est est-ce que l'acheteur et comment on peut dire, le client à qui tu achètes on pourrait quasiment les appeler les amoureux. Les amoureux de livres à qui tu achètes les bibliothèques ou les parties de bibliothèques se ressemblent? Est-ce que les choix des livres sont des pièces en fait de personnalité qui se rejoignent sur l'objet livre? Oui, il y aurait un profil à faire, oui. Il y aurait un profil à établir. Mais assurément, les gens du livre, même s'ils n'échappent pas à la vanité ordinaire, on va dire, ce sont des personnes plutôt inoffensives.
plutôt inoffensive. Moi, j'ai l'impression même, bon, on dit que l'Église au Québec est en déshérence, d'ailleurs, les monastères sont vides, les presbytères sont désertés, mais par contre, quiconque s'engage dans la voie de la lecture, de la littérature, de la poésie, de la philosophie, s'engage dans une voie monocale, s'envoie dans une voie de réclusion, de modestie, de pauvreté, assurément. De pauvreté glorieuse, hein, de pauvreté majestueuse. Ben oui. T'es pauvre, mais t'es avec Dostoïevski. Et que d'une certaine manière, les lettrés ont pris la place, le corps de lettré a pris la place du corps religieux. Oui, oui. J'ai souvent cette impression-là quand je rencontre mes semblables, hein, que j'ai affaire à des moignons. Oui, un peu pareil pour les artistes. Oui. Mais dans le cas de la lecture, il y a une sorte d'ascèse, pardon. Les artistes ne sont pas obligés d'être ascètes. Ils peuvent être prodigues, ils peuvent être grandiloquents, ils peuvent être... Donc tu es en train de dire que le fait de lire, c'est une entreprise d'humilité. Oui. De très grande humilité. Et presque une ascèse, même. C'est drôle ce que tu dis, parce que quand j'étais jeune adulte, vieille adolescente, j'avais un amoureux qui, parce que je lisais, me disait, mais c'est quoi ton désir de lire alors que on te donne des idées, en fait. On te donne des idées, t'es pas assez grande pour te faire tes idées toi-même. Et ça me tuait comme discussion. Comme réflexion. Comme réflexion, ouais. Il ne comprenait pas mon désir de lecture, en fait. Je comprends. Ben, c'est un désir visiblement et mon désir de toucher des idées qui n'étaient pas les miennes. Ouais, ou que je ne connaissais pas, oui, évidemment. Parce qu'en fait, nos idées nôtres sont pas si intéressantes que ça. Là. Sont souvent balèques pâquerettes, ouais. Et puis, qui se contenterait de ses propres idées? Ouais, c'est ça. C'est comme se contenter de sa propre pitance. C'est ça. Comme dit ma mère, c'est s'enivrer de son propre vin. Tout à fait. Il y a quelque chose d'un peu, je pense que la dame va... Ouais, la dame, je vais lui ouvrir, mais on va continuer. Ah, d'accord. La dame... n'a pas son masque. N'a pas son masque, donc elle a rebroussé le chemin. Ça risque d'être long comme... Non, nous sommes rendus à 28, on s'approche de la demi-heure. Bon, ok, tu juges qu'on va mettre fin à... Mais j'évoquais juste cette idée-là qu'au fond, le corps religieux s'était recréé. C'est une idée qui ne cesse de m'interpeller déjà depuis un bon moment, parce que je vois, peut-être parce que je suis rendu un homme vieillissant, on va dire. Et puis, attends, bon, d'accord, on va dire... Bon, on va dire ce que j'ai dit. Tu sais ce que je pense de ça. Okay. Ben, vas-y donc, exprime-toi donc. Mais non, mais la vieillesse, c'est un concept. D'accord. Comme dit Lacordaire, je n'ai connu que des jeunesses successives. Ben, écoute, et de plus en plus, je trouve que c'est difficile d'être jeune. Moi, je crois que c'est très difficile d'être jeune. C'est assez pénible, oui. Non, c'est difficile d'être jeune, et les jeunes sont souvent beaucoup plus vieux que nous. Oui, on en met du temps à devenir jeune. Oh, ben, c'est tout disait à fait ça. qui? C'est tout à fait C'est ça. qui disait ça? Ben, Picasso. Ben, Picasso, ouais. Picasso. Bon. Alors donc, c'est cette idée-là, parce que je vois des jeunes s'engager dans cette voie-là, de la lecture, des études difficiles, parce que faire un doctorat en littérature, c'est aussi difficile que faire un doctorat en médecine. Là. Ben oui. Bon. Je veux dire, c'est aussi difficile, c'est aussi exigeant intellectuellement. Mm-hmm. Bon, les conséquences dans une vie peuvent être assez sacrément lourdes aussi. La différence entre une vie de difficulté et une vie de millionnaire. Hein? Ben, c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que les études de médecine, c'est parce que c'est de ça que tu parles.
Ben, tu sont... donnes cet exemple-là qui me vient Ben, à l'esprit. oui, c'est évidemment une vie facile, entre guillemets, assurée, d'un point de vue financier. Ouais. Maintenant, est-ce que ça suffit pour être heureux? Moi, perso, je ne suis pas certaine. Ça, c'est une autre histoire. Et les médecins sauvent les corps, mais peut-être que les lettrés sauvent les âmes. Ouais. Mais il faut sauver les âmes aussi, non? Il faut guérir les âmes, non? Moi, je pense qu'un bon médecin sauve les âmes aussi, sauf qu'un bon médecin ne doit pas faire médecine pour la fiche de paye. Non. On fait médecine, justement, comme on rentre en religion. Ouais. Enfin, dans ma conception, on se met au service. Oui. Donc, Alors, parce qu'on on va la conclure, cette petite vidéo. oui, parce je que te remercie. c'est long. Ouais. Ben non, tu peux pas dire que c'est long, Fabienne. Mais je sais pas, c'est long pour les gens qui nous écoutent, non? Personne n'est obligé de nous écouter. C'est ça la beauté de l'affaire. Tu comprends? Moi, je peux pas m'empêcher de m'exprimer. Je te remercie de m'accompagner parce que j'avais de la difficulté à faire cette vidéo-là. Vu ce qu'on a dit au début. Bon. Mais je voudrais revenir, on va conclure là-dessus, sur son cahier de citations. Alors, ces cahiers de citations de novembre 1994 à mai 1996. Il devait être quand même extrêmement sévère sur la présentation avec ses élèves parce que... Ah non, écoute, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ah ben oui, c'est incroyable. Il y a quelque chose de très scolaire. Ah ben oui. Et, alors il y a 3 citations qui ouvrent le cahier de citations. Rien n'est réel de... C'est mal écrit. Ben non, c'est que je ne connais pas cet auteur-là. A. van der Hoogd, Impression... Ah non, c'est ça. Alors, voilà, c'est 2 citations. Rien n'est réel. A. van der Hoogd. On présume que c'est un auteur flamand, belge. Impression n'est pas certitude, de Jean O'Neill. La vie, c'est combattre, de F. Lemay. Et Tout est possible, de Roger Vrigny. Moi, j'aimerais voir la dernière page. La dernière page, d'accord, bonne idée. Parce que c'est écrit jusqu'à la fin. La dernière page. Wow. Ouais. Il y a du jus. Explication, quoi, j'arrête ici. Attendez. Ce gros cahier. Hein? Là, ici. Là. Ouais. J'arrête ici ce gros cahier. Explication. Ouais, des explications qui... Ouais, vas-y, c'est vachement cool. Explication. J'arrête ici ce gros cahier de citations. Il y avait trop de citations dans le prochain bouquin. J'ai cherché longtemps un cahier comme celui-ci, de plus de 400 pages, mais je n'ai pas trouvé. Ouais. Alors, là, il y en a une faute, là. Il y en a un peu de la faute à la grosseur des cahiers. En ramassant ces citations, je suis tombé sur l'une d'elles, que j'avais écrite au complet, mais dont j'avais oublié de mettre la page où elle avait été prise. J'ai donc cherché, me basant sur le point d'interrogation, j'ai donc cherché dans le livre Les Oranges d'Israël de Michel Guérin, et j'ai trouvé des phrases interrogatives. Et je me suis arrêté à quelques-unes aussi. En parenthèse, les phrases entrent donc en annexe de la page 392. Est-ce raisonnable d'être si raisonnable? Page 49. Heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté. Vous y croyez, vous? Pourquoi suis-je devenu bohème? Ça, j'arrive pas à comprendre. Enfin. Le travail est mon maître. C.F. Landry. Beaux mots ne sont pas vains. Beaux mots ne sont pas vrais. Jean Tétrault. Celui qui a de l'argent perd tout. Kondzalik. Ça, c'est curieux. Il disait Kondzalik. La seule vérité. Jouir. Kondzalik toujours. Que les hommes sont bêtes. Air de Vallière. Je me souviens. Mary Higgins Clark. Ma vie est une prière. Georges Messadier. Les enfants devinent tout. André Maillet. Un coup parti, il faut continuer. André Maillet. Tout mâle est égoïste. Kondzalik. Et on finit ce gros cahier
par tout mal est égoïste. Wow. Ça, c'est quelque chose. Écoute, j'en ouvre juste une dernière, puis c'est sûr on pourrait finir là-dessus, mais Quoi je donc? trouve ça un peu choquant. Bon. Il y a des citations. Il est humain de se tromper. René Lévesque. La confidence est contagieuse. Elle Vallière. Pourquoi penser? Bernard Noël. Demain est hier, inexorablement. Bernard Noël. Je vois sans voir. Bernard Noël. L'amour est vivant. B. Renaud. L'amour rend aveugle. B. Renaud. Regarde pour aimer. Félix-Antoine Savard. Toute liaison se dénoue. Henri Pichette. Poésie égale gagne-pain. Henri Pichette. Guerre à la guerre. Henri Pichette. Henri Pichette, c'est un poète franco-québécois. C'est un poète né d'une mère française en France et d'un père québécois. Et qui était très populaire. Ah, puis il y a des citations de Sartre partout. Les citations. Alors, voyez, on va conclure là-dessus. Vraiment, vraiment, vraiment. Une petite citation, on va finir avec une citation de Louis Guillou, l'auteur de Sang Noir. Quel est le but de cette vie, sinon le bonheur? Ben, merci beaucoup, Fabienne. Je te remercie infiniment. Et puis, je te remercie. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. En fait, on ne se quitte pas, mais tu vas aller regagner ton atelier, tu vas aller peindre, et moi, je vais ouvrir mon échoppe. À chacun ses bonheurs. Je vais aller rejoindre mes moines et mes moignons.